Et bonjour Marie-Pierre. Bonjour Elettra. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire avec toi l'investigation numéro 131 proposée par la team Grifasi et qui est faite par tous les pays qui participent à ces projets, donc faite en plusieurs langues en même temps. Donc, comme d'habitude, tu ne connais pas le sujet. Et non. Et on a une partie du protocole qui est fixe, dans laquelle j'écouterai uniquement tes réponses aux questions que je te poserai. Et ensuite, on pourra explorer plus facilement ce que tu auras répondu. D'accord. Quand tu veux, tu me dis de combien tu veux le décompte? 10 10 aujourd'hui. Très bien. Très bien. J'ai des images déjà, après je sais pas si ça a à voir avec le thème d'aujourd'hui. Mm-hmm. D'accord. Dis-moi quelle image? Je vois comme des négatifs photos ou comme une bande de films ou de photos, tu sais, il y avait des petits carrés sur les bandes, comme c'était avant, Oui. pour développer des photos. Voilà, je vois ça. Intéressant. Bien. Alors, on va commencer avec la première question. Je compte cette fois des 1 à 3. Et dis-moi ce que tu perçois ou visualises par rapport au terme fibromyalgie. 1, 2 et 3. Le premier mot qui me vient, c'est du synthétique. D'accord. Tu vois quelque autre chose? Comme si les muscles n'étaient pas faits que de muscles. Ah oui. Et comme s'ils n'avaient pas d'élasticité. Oui. Comme du synthétique. Intéressant. Régresse maintenant jusqu'au moment où tu vois apparaître le premier cas de fibromyalgie et décris ce que tu perçois ou ce que tu visualises. 1, 2 et 3. Quelqu'un qui a renoncé d'avancer dans la vie, qui a renoncé à avancer. C'est ça le premier cas? C'est ce que je ressens. Très bien. Veux-tu rajouter quelque chose? Un refus de se développer au propre et au figuré. Comme si le psychisme ralentissait et rouillait certaines parties du corps, dont les muscles. D'accord. Après, je vois une personne sur un fauteuil roulant. Le fauteuil roulant, il doit être ancien parce qu'il est fait en bois. Oui. Et je vois quelqu'un qui petit à petit se rouille et plus ça va, plus il y a une crispation du corps et comme si le corps petit à petit se figeait. Réagit de cette façon. Pas se momifier, mais se solidifier. Oui. Très intéressant. Et c'est tout. Comment tu te sens à regarder tout ça? Ça va. Reste déconnecté des sensations physiques. On fait juste une investigation. Ça, tu seras plus à l'aise. Je ressens rien. Bien, très bien. Le syndrome de fibromyalgie a-t-elle changé avec le temps
Oui. Non. Non. Ou en partie. Non. J'ai le premier mot, non. Le premier qui Très me bien. vient. Bien. Et j'ai le mot refus d'incarnation aussi, D'accord. qui me vient. Déconnecte-toi maintenant de ce que tu vois. Bien. Et recherche sur les facteurs responsables de la fibromyalgie par rapport à nos jours. Alors j'allais te le... Je l'ai déjà eu la réponse. Oui, c'est C'est une protéine qui est mal synthétisée Ah, d'accord. dans le corps. Alors j'y connais rien, mais c'est ce qui m'est venu. C'est ça qui t'arrive. C'est très bien. C'est très bien. C'est une protéine qui n'est pas synthétisée par le corps et qui empêche l'élasticité, la souplesse du corps, principalement dans les muscles. Mais depuis le départ aussi, je sens aussi qu'il y a un problème d'articulation, de jointure. D'accord. Le corps ne sait pas utiliser la protéine. Elle y est, mais elle n'est pas inclue dans le programme. Il la reconnaît pas, elle est pas... Elle est ignorée. Oui. Oui, c'est... Et ça crée une surchauffe dans un sens. Une surchauffe du corps. Parfait. Une inflammation, oui. Comme quelque chose qui reste là en trop pour... Non, c'est comme si la protéine, si cette protéine était synthétisée par le corps, justement, ça permettrait j'ai ce mot-là, de graisser la machine, de la huiler. Oui. J'ai pas l'impression que ça part des muscles, mais que ce serait la conséquence Oui. en réaction. Ça a une incidence sur les muscles, mais au départ, ouais, j'ai ce terme-là, c'est comme si la machine avait du mal du coup à être graissée, à être où les informations circuleraient bien, où la tonicité serait là. Et du coup, ça, c'est comme si ça raidissait les muscles et ça devenait comme ce que je voyais au départ. Je les perçois pas comme des muscles de chair, je les perçois, les muscles qui vont pas bien, comme synthétiques, comme du nylon ou c'est pas élastique, ouais, c'est pas élastique. Et je parle pas de tendons ou d'autres choses, mais vraiment les muscles en eux-mêmes. Reste... Oui. Très bien. Maintenant, déconnecte du plan physique, de ce qui est un peu plus physique, et observe les conditions subliminales qui sont responsables de la fibromyalgie. Même si tu as répondu en partie aussi. Une condition subliminale. Ça me parle pas. D'accord. J'ai l'impression que c'est au niveau du corps physique, dans l'évolution, où il y a des informations qui n'ont pas suivi au niveau de la conception ou générationnellement. Il y a un refus d'incarnation, mais c'est plutôt dans la psyché, psychologiquement parlant. Oui. Je vois pas de là comme ça, je vois pas de cause ésotérique. Oui, très bien, très bien. Ça reste dans le, oui, émotionnel, transgénérationnel. C'est mécanique mais la particularité, c'est que la plupart des personnes inconsciemment n'ont pas envie d'avancer ou n'ont pas envie de... C'est pour ça qu'il y a le mot refus d'incarnation qui m'est venu sans rien derrière, mais il n'y a pas cet élan Oui. de tenir bon. Ça, c'est intéressant. Comment la fibromyalgie peut-elle
caractériser les corps émotionnels? Ou influencer les corps émotionnels? C'est comme si c'était déconnecté l'un de l'autre. Donc il n'y a pas une vraie... C'est comme si le corps émotionnel, le temps que le problème se règle, était en suspens, un peu. D'accord. Comme si, je vois l'image comme s'il stagnait, faisait du surplace. Je le vois pas comme endormi, je le vois pas comment te dire vivant, circuler, énergique, où ça remue, où ça vit. Je le vois un peu figé, le corps émotionnel. Ah oui, je vois, je comprends. Et par rapport au corps mental, est-ce qu'il y a une influence vers le corps mental à cause de la fibromyalgie? Une inflammation. Enfin voilà, ça y est, j'ai le mot. Le corps émotionnel me paraît en résonance avec le corps physique et ça me paraît comme le corps physique un peu figé, qui se cristallise. Et le corps mental, j'ai le mot inflammation. Oui. Comme s'il vibrait aussi au niveau des articulations qui s'échauffent, mais qui s'échauffent par absence de mouvement. Oui. Comme si ça se rouillait, comme si, alors c'est un peu grossier peut-être l'exemple, mais c'est comme si tu faisais fonctionner une machine qui a envie d'avancer ou une voiture, mais sur place. Oui. Il y a une surchauffe. C'est un peu à ça que ça me fait penser. C'est très clair cet exemple. Oui. Et pour ce qui concerne les corps sexuels, la fibromyalgie peut-elle l'influencer? Oui, éteint parce que justement, il n'y a pas... Oui. La personne se sent s'éteindre physiquement. Et ne pas pouvoir se mouvoir comme comme les trois corps. J'ai l'impression que c'est une résonance de ce qui se passe dans le corps physique. Comme si ça réagissait pas et que petit à petit ça se figeait. Et le corps émotionnel est comme déconnecté. C'est le seul qui est déconnecté en attendant que ça... Tout en étant en résonance, comme si il n'y avait que lui qui attendait que ça passe. Oui. Comme si la création n'était pas adaptée à la machine. Hein. Comme si... comment on dit les projets de création n'étaient pas adaptés à la machine. Oui. Ou donc du coup au corps. Donc reste en pause. Très bien. Ça faisait une dissociation, une séparation, une inadaptation. Quelles sont les répercussions de la fibromyalgie sur la partie subliminale? Elle s'ennuie, j'ai ce mot-là qui me vient. La frustration et elle s'ennuie. C'est comme si certaines se détournaient justement de cette création-là. D'accord. Et en te disant ça, j'ai l'impression que mon corps, il est dans un tourbillon. C'est ça qui ressent le parti subtil qui vit ça. J'ai l'impression que je tourne, que comme si j'étais dans un tourbillon, mais que mon corps tournait en sens inverse. D'accord. Ah, tu peux déconnecter de ça. C'est un déconnecter de ça. Ouais. Que ça, ça sera plus agréable. Remets-toi un peu dans tes énergies.
Et ça y est, j'ai coupé. Et j'avais les jambes comme si elles partaient du tronc, tu sais? Oui. Voilà, c'est tout. Intéressant. Il y a une coupure, ouais, il y a une coupure, une séparation, une idée d'adaptation, quelque chose qui est mis sur pause, quelque chose qui est figé, c'est propre au figuré. Je vois. Et il y a une certaine inflammation ou tension en attendant sur place, Oui. qui n'est pas évacuée, c'est pas fluide, c'est donc comme un surchauffe. Bien. Regarde maintenant les systèmes des chakras et leur fonctionnement chez une personne et un patient fibromyalgique. Pardon. Je t'en prie. J'ai comme tout à l'heure de nouveau la sensation qui revient quand tu me dis ça. Comme si le corps m'échappait et tournait en sens inverse. Des aiguilles d'une montre pendant qu'autour de moi, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et mon corps, et surtout c'est les jambes qui partent dans le sens Surtout inverse les des jambes. aiguilles d'une montre. Ouais, ça part par les jambes comme si elles étaient aspirées vers dans le sens inverse. Enfin, c'est pas désagréable là comme ça. Mais... Déconnecte de ça, déconnecte. Déconnecte de ça. Remets-toi dans tes énergies. Bien. Comment tu te sens? Ça va. C'est revenu quand tu m'as posé la question. Voilà. Bien. Mets-toi dans une position où tu peux observer le plus possible sans ressentir. Comme ça, tu seras plus à l'aise. Tu n'auras pas à subir tout ça. Quand tu me le dis. Ça y est. Bien. Le champ énergétique d'une personne atteinte de fibromyalgie pourrait-il être un danger dans cette condition? Je sais pas ce que tu entends par danger, mais c'est comme si justement le champ énergétique essayait de s'échapper du corps. Oui. Comme parce qu'il peut rien faire. Je vois quand même qu'il y a un petit pourcentage quand même qui arrive à dépasser les blocages du corps de personnes. Mais cette dame-là qui a un certain âge, qui est dans son fauteuil, elle attend que le temps passe. Et ça fait longtemps qu'elle a baissé les bras. Et c'est comme si... c'est peut-être ça que je ressens, que je ressentais. Comme s'il y a quelque chose qui voulait s'extirper, s'échapper. Oui. Tu sais, c'est comme s'il y avait deux tourbillons qui tournaient dans un sens inversé. Que le corps était au milieu d'un tourbillon qui allait dans le sens des aiguilles d'une montre. Oui. Et j'en reparle parce que c'est ce que je revois au-dessus de la dame. Et comme si j'avais l'image avant que tu me parles de champ énergétique, ça a tourné dans le sens inverse comme pour s'extirper, tu sais. Comme si ça tournait pas rond. Ça tournait pas dans le bon sens. Donc c'est comme si ça s'essayait comme deux aimants de force opposées de se séparer. Quel genre de conséquences pourrait apporter cette activité énergétique? Je ressens une absence. L'âme n'est pas là. Oui. Pour ceux qui ont laissé tomber. Pour ceux qui ont voulu laisser tomber, de ne pas essayer au minimum avec le possible de maintenir leur corps le plus longtemps possible dans de bonnes conditions malgré la maladie. Oui, je vois. Et
On arrive maintenant à la dernière question du protocole fixe. Ça, je pourrais te poser des questions plus librement. Dis-moi d'abord comment tu te sens. Bien. Bien, très bien. Vois-tu des remèdes ou perçois-tu des remèdes qui pourraient être utiles à transmuter ce syndrome qu'est la fibromyalgie? Oui, je revois cette protéine, hein, où il faudrait que cette protéine qui n'est pas reconnue par le corps et donc qui n'est pas synthétisée, il faudrait qu'elle arrive de manière, et j'ai encore ce mot-là, synthétique, pour que le corps l'aperçoive autrement et l'inclue dans l'échange. Et j'ai l'échange gazeux qui me vient. Oui, d'accord. Des muscles. Donc c'est comme une peut-être la prise de cette protéine d'une façon différente qu'à travers l'alimentation, une protéine chimique. Oui, chimique, parce que quand je te disais que je percevais les muscles un peu comme du synthétique, mais pas muscles comme on peut les concevoir au niveau matière, plus élastique du tout. C'est comme si cette protéine qui était en meilleure santé n'était pas adaptée à ce que devenaient les muscles. Et il faudrait que cette protéine soit, et j'ai le mot injectée, pas avalée, injectée, pour qu'elle soit ou chimique ou synthétique par rapport à l'image des muscles. Oui, je vois. Sinon, c'est pas adapté. C'est comme si c'est comme si on comparait de la nourriture faite maison et de la nourriture en poudre. Oui. Et ben, la façon, ce sera pas pris par le corps de la même façon, ça sera pas adapté. Et il y en a un des deux qui sera plus intégré, mieux par le corps. Mais si mon corps c'est ce que je veux dire encore une fois, était fait de se rapprocher plus de l'état de poudre de l'alimentation, ça ferait du copier-coller. Bien sûr, oui. Il faut pour faire en sorte que le corps puisse l'assimiler plus facilement, parce que c'est un fonctionnement différent du corps, une façon différente de synthétiser cette protéine du corps. Oui, il faut qu'elle ressemble aux muscles. Intéressant. Et, au départ, tu voyais les négatifs des photos. Est-ce que tu vois un lien par rapport à ce qu'on est en train d'observer, au matériel? D'accord, très bien. C'était une curiosité. Non, parce qu'avec les négatifs, j'avais comme terme après qui m'est venu le maître du temps, il met des images. Ah, d'accord, oui. Donc ça n'a rien à voir. Très bien. C'était une curiosité. Et j'aimerais revenir à la personne que tu as vue, la première personne que tu as vue qui a développé la fibromyalgie. Quand tu cherches là, sans te connecter juste à distance. Je l'ai. C'est bien. Un homme assez fin, même maigre, qui a perdu un peu en tout au niveau du corps. Qui s'est, comme les muscles, un peu séché. Il a le corps assez sec et très 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 grand. Nous sommes dans quelle époque, plus ou moins? 1920, début du XXe siècle. Donc c'est tout récent, ce syndrome en fait. Avant, il n'y avait pas de cas de fibromyalgie? Alors j'ai différentes formes. D'accord. Et disons que les gens n'y mettaient pas forcément de mots dessus. Oui. De compréhension. Ah, donc ça c'est la première diagnostication de la maladie. Et si observe la ligne temporelle
à distance, tout en restant à distance de l'être humain, est-ce que ce syndrome, ça a été toujours présent ou c'est quelque chose qui est arrivé avec l'époque moderne? C'est ce que j'allais te dire. Ah. Ça a évolué en même temps. Mais c'est au niveau psychologique, émotionnel. C'est pas au niveau que ça a muté. Et niveau psychologique, émotionnel, qu'est-ce s'est-il passé pour qu'il y ait eu un tel changement, une telle progression dans cette direction, Je vois les gens qui petit à petit se renferment sur eux-mêmes et se protègent de l'extérieur. Ce n'était pas le cas avant cette époque-là? Non, moins. C'est comme si petit à petit les gens perdaient d'interagir avec leur environnement extérieur. Bien. Donc, il y a toujours ce problème de protéines, mais j'ai l'impression que leur regard, leur perception ont aggravé, ont fait muter le syndrome. Oui. Donc, et je dirais plus syndrome que maladie. D'accord, donc c'est comme était déjà présent, mais pas avec la même gravité, la même intensité. Disons que c'est plus ça a muté, plus ça a évolué, plus ça a été rapide. Avant, l'évolution était beaucoup plus lente, beaucoup plus étirée. Et c'est marrant parce que je te fais, et du coup je pense aux muscles qui peuvent se contracter, c'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment l'élasticité qui manque, l'absence d'élasticité. Oui. D'accord. Plus ça allait, plus ça a été rapide, le manque d'élasticité. Et c'est comme un reflet de comment petit à petit les gens se sont sentis inconsciemment, où il y avait comme une déconnexion un peu plus présente avec leur corps, leur environnement, l'extérieur, leur façon d'interagir par rapport aux autres. Comme si petit à petit se repliaient sur eux-mêmes. Je vois. Il y a eu un basculement au début du XXe siècle, où si quand même consciemment les gens se sont ressentés qu'il y avait comme une cassure ou comme s'il y avait une prise de conscience que l'extérieur pouvait être beaucoup plus brutal. Oui. Pour eux. Alors c'est pas pour tous, mais chacun a eu sa façon de réagir. Et selon le corps qu'ils habitent, ça s'est plus ou moins manifesté. Après, il y a quand même la force de caractère qui joue. Donc un caractère plus fort, un caractère qui a plus envie de se battre pour mieux aller, à mesure de le développer d'une façon différente. Ça ralentit comme avant. Comme avant. D'accord. Avant cette cassure. Intéressant. C'est comme si petit à petit, les gens se recroquevillaient sur eux-mêmes, inconsciemment se devenaient fatalistes. Une perte de confiance dans la vie aussi? Je dirais plutôt une grosse déception. Oui. Comme si la création n'allait pas avec les lieux ou ce qu'ils étaient. Encore une fois, c'était pas adapté. Oui. Tu voyais tout à l'heure le refus de l'incarnation. Donc, c'est un refus pendant l'incarnation ou même une volonté qui n'est pas là de s'incarner de la partie subtile.
on sait que dans le corps physique qui se... Je ressens pas au niveau subtil. D'accord. Ouais, c'est vrai. C'est comme si ça me faisait un blackout quand tu me dis ça. J'ai rien qui me vient. Comme si ça faisait partie des possibles à expérimenter. Comme si pour la partie subtile, c'était un autre point de vue sur le sujet. C'est comme si, encore une fois, je pouvais pas faire un copier-coller ou... C'est pour la partie physique que c'est compliqué. D'accord. Et si on... et quand on regarde, par exemple, pendant la gestation, pendant le moment que l'individu passe les 9 mois dans le ventre de sa maman, est-ce que là, il peut commencer à se préparer les prérequis pour un tel syndrome? Il y a une crispation psychologique, une agitation, pardon, je vais y arriver. T'inquiète. J'arrive plus à le dire le mot. Une adaptation, oui. Très bien. Une adaptation. Je vois le bébé avec le cordon ombilical qui se sent à l'étroit, qui est, on peut dire, stressé, agité, agacé. Comme une conséquence. Impatient de pouvoir passer à autre chose. À l'étroit. Cela est une conséquence de ce qu'il ressent du monde extérieur? Peut être une conséquence de ce qu'il ressent physiquement? Alors il voit pas jusque-là. J'en ai un, c'est juste dans le moment présent, il n'est pas bien là où il est. Oui, je vois. Et très bien. Il a envie de sortir. C'est à l'étroit, c'est encore une fois, j'ai les mots, c'est inadapté. C'est... il voit beaucoup plus grand, lui, de son côté. Oui. C'est comme s'il était à l'étroit et pas comme il devrait être bien au moment où il est, parce que c'est compatible avec son petit corps, tu vois. Non, il y a déjà une agitation, une crispation, un agacement, si je peux dire, et se sentir à l'étroit. Donc, en conséquence, une crispation. Toutes les personnes qui ressentent, tous les individus qui ressentent ça dans le ventre maternel peuvent potentiellement déclencher ces syndromes ou qu'une partie? Alors c'est marrant, j'avais déjà eu la réponse avant. Selon la personne et sa psyché, ça va pas se déclarer au même âge. Plus cette agitation, cette crispation, se manifeste jeune, se manifeste tôt, plus ce syndrome risque de se déclarer plus tôt. Oui, tout dépend donc. Oui, pardon. Tout dépend comment, sur le moment, c'est vécu, dans le moment présent, et comment c'est géré. Des fois, ça fait comme une bombe à retardement, parce que c'est étouffé. Et je vois que des fois, ça explose assez tôt. Mais la plupart du temps, je vois ça vers 40-50 ans. Mais il y a des cas où c'est jeune. Intéressant. Il y a le problème aussi du corps. Ça me renvoie à la personne dont je t'ai parlé sur le fauteuil roulant en bois, cette grande personne. C'est marrant parce que quand je parle d'inadaptation, pour son temps, pour ce temps-là, chronologiquement parlant, je t'ai dit, je le vois très grand. Et c'est comme si, encore une fois, au niveau de sa taille, il était inadapté dans ce monde. C'est vrai que tout à l'heure, ça m'avait surpris. Assez sec, du fait du manque d'exercice, mais aussi plus grand que les autres. Il n'y avait pas des gens... Pour cette époque-là, c'était grand. D'accord, donc il y a un sentiment d'être inadéquat, différent, et il est
il n'est pas aligné à son entourage aussi pour sa taille. Ouais, inadapté, inadéquate, ouais. Ouais. Au moins, c'est ça qu'il a ressenti très fort. Comme si ça collait pas avec l'environnement, avec... Bien. Et plus ça va, plus les gens qui se referment ressentent cette différence et cette inadaptation avec leur monde extérieur et avec les autres. Et chez certains, ça peut se déclarer comme ça. C'est comme si générationnellement il y avait la possibilité en suspens, mais que c'était pas obligé que ça se déclare. Très bien. Et est-ce que malgré le potentiel, mettons qu'il y a toutes les conditions pour que ça se déclare, est-ce qu'il y a une thérapie ou un suivi psychique ou un accompagnement même émotionnel pourrait aider la personne à se sentir mieux ou à ne pas déclencher le syndrome? Alors avant, ça serait difficile psychologiquement à diagnostiquer. Il faudrait y aller en anticipant le possible. Or, oui. Et ça pourrait ralentir ou soulager la personne, mais il y a quand même ce problème de protéines qui n'est pas bien synthétisé. Donc ça serait juste un petit palliatif. Et je vois que sur les personnes qui ont ce possible qui ne déclarent pas, le corps ne synthétise pas quand même au niveau de la matière, mais il s'arrange. Alors je vois pas comment, mais j'ai l'info qu'il s'adapte, il s'arrange, il s'adapte, voilà. C'est comme une volonté qui permet au corps de créer ça, de s'adapter. Ouais, mais c'est marrant parce que j'ai le mot qui est venu s'adapter, comme la personne qui le déclenche et qui ne s'adapte pas. Le corps, comme les corps émotionnels ou le corps physique, il y a une inadaptation ou s'adapte. Et ça fait une coupure, une séparation ou pas. Oui, très bien. Comment tu te sens, Marie-Pierre? Bien. Pas trop dur à regarder le ressenti? Non, ça va. Je ressens pas la douleur, tout ça. Très bien. Je ressentais le corps énergétique, pas physique, qui tournait tout seul. Mais ça, c'était assez bizarre, ni désagréable, ni agréable. Mais après, j'ai pas ressenti autre chose. Très bien. Alors, restez toujours en observation et observons maintenant le corps énergétique d'une personne qui a désormais déclenché la syndrome. De loin, tu peux juste observer. Alors ça a coupé. Je t'ai plus entendu, j'allais te dire que je t'entendais plus. D'accord. Observe maintenant le corps énergétique d'une personne qui a déclenché désormais la syndrome avec des douleurs. Mais observe de loin, juste observer les conséquences subliminales soit les conséquences subliminales, soit du corps énergétique. S'il y a des conséquences. Je vois le corps physique qui fait des petits sursauts incontrôlés. Et au niveau du corps énergétique, ça fait un petit peu pareil. Et ça grésille. Tu voyais la partie subliminale qui reste comme ennuyée, comme détournée du corps physique tout à l'heure. Certaines, oui. Oui, mais des intérêts. D'accord. Est-ce que cela peut risque de déclencher le terrain favorable pour des interférences? Alors j'entends, ça fait partie du jeu. J'ai pas l'impression que ce soit... Ça peut interférer ou pas, ils peuvent s'en servir. Ils peuvent s'en servir comme pont ou comme palier. Donc, mais pour la partie subtile, c'est pas... en tout cas, pour ce que je ressens, je les ai pas toutes. Mais c'est pas une priorité.
D'accord. C'est comme un fil à la patte. Hein. Donc, la partie subtile ne subit pas forcément les conséquences d'une vie avec ce syndrome. Non, il y en a une, je sais pas si je vois pas, mais je ressens, c'est toujours le même discours. Où c'est du genre, je peux pas faire ça, ben je vais le faire ailleurs, c'est pas grave, en attendant, je vais attendre que ça se passe. Et il y en a d'autres qui stagnent comme le corps et qui s'ennuient et qui, je dirais pas qui dépriment, mais qui s'ennuient, ouais, qui tournent en rond, qui stagnent, qui se ratatinent un petit peu dans l'expérience, mais c'est vraiment partie subtile, partie psychologique, je ressens depuis le début émotionnel, et partie physique de chair, c'est vraiment du copier-coller en résonance et au propre et au figuré. D'accord. Donc, éventuellement, une interférence n'est pas due à ça, mais plutôt au niveau des consciences de la partie subtile. J'ai pas l'impression que les interférents vont s'en servir. Mais ils pourraient tout autant faire créer autre chose. D'accord, donc le manque, par exemple, le refus de l'incarnation, le sentiment d'être inadéquate, ça ne les attire pas plus que ça? Pas précisément. C'est comme si c'était, et encore j'ai ce mot-là, comme si c'était un terrain de jeu parmi tant d'autres. Mais que ce soit une fibromyalgie, une dépression, la solitude, une perte d'argent, peu importe, ils vont jouer comme si avec le terrain déjà, avec la prédisposition. Oui. Des fois, ils vont co-créer, mais des fois, ils vont se servir de ce qu'il y a là déjà. Et pour eux, c'est du pareil au même. Soit ils se servent de ce qu'il y a là, soit ils vont pourrir l'expérience, mais c'est pas précisément avec la fibromyalgie. En tout cas, je ressens pas comme si c'était, si c'est ça ta question, je ressens pas comme si c'était une expérience insectoïde ou autre. Oui. Non, ok, quelqu'un profite de cette énergie qui est dégagée de la souffrance ou de. Mais oui, mais alors dans ce cas-là, c'est du moment que c'est bas, c'est peu importe. C'est ce que je ressens, la cause finalement, tu vois. Elles peuvent ramasser. Le problème de l'existence. Si une personne qui est atteinte de fibromyalgie vibre assez bas pour eux, ça reviendra au même qu'une autre personne qui a un autre problème qui vibre à bas. Peu importe comment. C'est pas précisément là ce problème physique. Donc ils peuvent en profiter, mais en tout cas, ce n'est pas eux à l'origine. Non, j'ai comme information, ils vont déjà se servir du terrain, de fragilité ou des choses comme ça. Soit ils vont amplifier un jouet, soit ils vont mettre en place autre chose. Mais des fois, les deux. Mais il faut qu'il y ait vraiment le terrain pour le faire. Oui, mais ça pourrait être pareil pour eux que un terrain cancéreux ou un terrain dépressif ou un terrain suicidaire. Oui. J'ai pas l'impression qu'ils choisissent particulièrement les gens atteints de fibromyalgie. Si c'est cette maladie qui les faisait, qui les nourrissait bien, oui, mais ils peuvent avoir autre chose à côté tout aussi bien pour que la personne ne soit pas épanouie. Je vois. Bien, intéressant. Et puis pour elle, tu sais qu'ils font sans doute pas de distinction entre une maladie ou l'autre. L'important que s'ils doivent l'utiliser, c'est peu importe quelle maladie. Oui, et quand je te dis ça, j'ai l'impression qu'au loin, hein, j'entends rigoler. Comme si ça disait, c'est pas ça qui nous arrête, quoi. On s'arrange, on pose, on enlève, on fait notre popote et. Oui, ils se débrouillent. Ils savent se débrouiller là où il y a les terrains fertiles pour on peut s'arrêter là. J'ai plus de questions. On attend le deuxième protocole pour la suite.
Mhm. Et sauf s'il y a une information qui te vient, que tu estimes importante, je t'écoute volontiers. Non, tout ce que je pouvais sentir, percevoir, j'ai tout dit. Non, c'est une adaptation autant physique que psychologique qu'énergétique. Très bien. On rentre. C'est vraiment au propre figuré, ouais, au plus profond de la personne comme autour d'elle. C'est vraiment ce qui a été récurrent. Ce qui peut être important de base, c'est de pouvoir être toujours très, comment dirais-je, se sentir bien dans sa peau, se sentir bien dans la vie ça permet au corps physique d'être plus en forme, pas que pour ce syndrome seulement, mais aussi pour d'autres dérangements qu'on peut avoir physiquement. Alors, prête pour rentrer? Oui. Bien. Alors, Marie-Pierre, déconnectée de tout et de tous, complètement déconnectée, complètement. Ça y est. Et maintenant, avec le 1, tu es complètement dans tes énergies et tu es heureuse de réintégrer ton corps pleinement à 100%. Et tu peux même mettre la fréquence que tu préfères pour la répandre et sentir cette belle vibration qui se répand dans tout ton corps. Et tu te sens à merveille. À merveille. Et avec les deux, tu peux prendre le temps de répandre cette fréquence partout dans ton corps, tes veines, tes muscles, ton système sanguin, tes poumons, tout ton corps se remplit de cette belle fréquence. Et c'est une joie de vivre que tu ressens, une envie de te mouvoir qui augmente et ça te prépare pour la suite de cette belle journée. Et à mon 3, quand tu veux, prends le temps qu'il faut. Tu peux ouvrir les yeux. C'est bon, je suis de retour. Très bien. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci pour ces informations et je te dis à la prochaine. Avec plaisir, et à bientôt. Merci beaucoup. Reste avec moi un instant encore. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto,
sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali
gli invertebrati, gli insetti terrestri. Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però
se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti
su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.